Salut à tous, ici Ryuda, et bienvenue pour la preview du chapitre 60 de Boruto. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais en ce moment je sors pas trop de vidéos, j'étais un peu occupé, il y avait les vacances, voilà, je me suis fait plaisir. Mais bon, je suis de retour et j'ai plein de vidéos à vous faire découvrir, notamment une avec Black Z, voilà, je tease un peu. Enfin bref, passons au résumé du chapitre 59. Le chapitre s'ouvre sur un flashback au cours duquel on surprend Code en train d'étrangler Kawaki alors qu'il n'était qu'enfant. Il s'en prend à lui car Code est jaloux qu'il soit un réceptacle opérationnel, mais paradoxalement, c'est pour cette même raison qu'il ne peut se permettre de le tuer. Kawaki se réveille en sursaut de cet énième cauchemar. Amado et Sumire sont à ses côtés. Mais plutôt que de le rassurer, Amado a la superbe idée de lui rappeler que même si l'âme de Ishiki a disparu, il reste son réceptacle. En témoigne son corps qui est à plus de 80% Otsutsuki. Étonnamment, Kawaki ne l'a pas bien pris. Se rendant compte que cela contrarie Kawaki, il décide de continuer à le charrier. Il explique que son plan qui consiste à voir Boruto poser un Kama sur Code est certes une bonne idée sur le papier, mais d'une part, rien ne garantit qu'il est possible de lui implanter un deuxième Kama. De l'autre, même si Boruto parvient à lui graver un sceau, le temps que Momoshiki ressuscite à travers Boruto, et puis le temps que Boruto ressuscite à travers Code, ce dernier ne restera pas les bras croisés et aura tout le temps pour exécuter sa vengeance. Maintenant que Naruto a perdu Kurama, il ne fera pas le poids. Si Kawaki veut être en mesure de rivaliser avec Code, il doit utiliser un nouveau Kama en tant que pure arme. Et ce nouveau Kama, Amado prétend être en mesure de le créer, surtout que, selon lui, Kawaki souhaite inconsciemment récupérer ce sceau. Même s'il en a toujours eu horreur, il serait prêt à utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ses objectifs, tout comme Amado. Le jeune homme en a assez de cette discussion et quitte la pièce. Au temple de Boro, Eida observait toute la conversation entre Amado et Kawaki. Ce dernier lui fait de la peine, car il se sent impuissant et redoute qu'il arrive quoi que ce soit à Naruto. C'est pour cette raison qu'elle demande à Code s'il est possible d'épargner le Hokage, mais il refuse catégoriquement. Déjà qu'il a accepté d'épargner Kawaki, il ne peut se permettre de laisser Naruto, qui est sa cible principale. Eida cherchera donc à ce que Kawaki n'apprenne jamais qu'elle est liée au futur assassinat du Hokage, afin d'éviter qu'il la déteste. De toute manière, ils vont prendre leur temps avant d'agir, étant donné que le Hokage est sous surveillance ininterrompue et que les 5 grandes nations sont à leur trousse. Ils vont simplement attendre que l'occasion se présente, occasion que Eida, avec son œil des milieux, ne risque pas de rater. Et heureusement qu'elle a ses yeux d'ailleurs, parce que niveau combativité, Eida est limitée à du taijutsu basique. Il ne faut pas trop compter sur elle pour la force physique, surtout qu'elle n'aime pas la violence. Sa sensibilité ne manquera pas de faire rougir Code, qui est complètement hypnotisé par son charme. Elle est ses yeux et ses oreilles, lui sera son chevalier. Mais il s'avère qu'il existe un autre chevalier, qu'elle est sur le point de lui présenter. Bug est contraint d'ouvrir un nouveau caisson, mais celui-ci ne semble contenir aucun cyborg. Jusqu'à ce que quelqu'un se jette sur Code, mais alors que celui-ci est sur le point de l'exécuter, il se rend compte qu'il s'agit en fait de Daemon, le petit frère de Eida. Petit aparté, je vous laisse le temps de lire cette case. Si un jour vous avez besoin de friendzone quelqu'un, n'hésitez pas à réutiliser ces mots afin de détruire psychologiquement la personne. Aparté fini, des soldats du culte débarquent pour éliminer les cyborgs, mais alors que l'un est sur le point de tirer avec son canon, il se prend l'explosion en pleine face. L'autre, sa propre hache dans la tête, et le dernier se décapite avant même d'avoir eu le temps de dégainer son épée. Plus un ennemi désira l'assassiner, plus fort il se prendra sa propre attaque. Tel est le pouvoir de Daemon. Réfléchir les attaques des adversaires sur eux-mêmes avant même qu'ils aient pu les exécuter. De retour à Konoha, Kawaki déambule dans les rues. Il se répète les paroles désagréables de Amado. Et alors que Shikadai tente de l'interpeller, celui-ci s'énerve subitement et se rend compte qu'il s'était perdu dans ses pensées. Les passants le dévisagent, mais Shikadai lui dit de ne pas faire attention et de le suivre. Malgré le fait que l'identité de Kawaki soit un secret, des rumeurs courent à son sujet. Les villageois sont simplement inquiets, dit Shikadai, mais Kawaki n'a pas à s'en faire. Il a sa place à Konoha, tel l'a imposé le Hokage. Suite à la conversation qui a eu lieu plus tôt, Sumire exige des explications de la part de Amado. Celui-ci demande alors s'il a voulu être son assistante sous ordre de Shikamaru pour l'espionner, mais la petite n'en démord pas, elle exige d'abord des explications. Amado accepte. Il choisit d'utiliser une métaphore pour faire comprendre à Sumire, qu'il appelle d'ailleurs Kakei par accident. On peut comparer la puissance de Ishiki à une maison. L'âme de Ishiki au propriétaire de cette maison et le Kama à la porte d'entrée. Ishiki souhaitait infiltrer le corps de Kawaki, mais maintenant que ce dernier n'a plus de Kama, il n'y a plus de porte par laquelle y accéder.
Entre-temps, Ishiki est mort, donc il n'y a actuellement ni propriétaire, ni porte. Mais la maison est toujours là. La puissance de Ishiki est toujours codée dans les gènes de Kawaki. Ce que propose Amado, c'est de créer une nouvelle porte afin d'accéder à cette puissance, l'intérieur de la maison, sachant qu'il n'y a plus de risque pour Kawaki de se transformer en Ishiki. Ainsi, Kawaki pourra avoir accès à ses pouvoirs sans contre-coup, tel ce que permet déjà le Kama de Code. Un nouveau Kama sous forme d'arme pure. Mais la petite Sumire pose la question de trop. Est-ce simplement pour aider Kawaki, ou avez-vous un autre plan derrière la tête? Amado répond avec un regard des plus glaciales. Elle avoue soupçonner Amado depuis le combat contre Ishiki. Il était excessivement soulagé du bien-être de Kawaki, mais sûrement pour d'autres raisons que le bien-être de Kawaki en soi. C'est pour cela qu'elle a décidé de son propre chef d'être son assistante. Le chapitre se cloue sur Amado qui lui dit que si elle n'avait pas révélé ses intentions, il aurait peut-être divulgué davantage, mais elle ne sait pas manœuvrer. Alors qu'elle tente maladroitement une dernière fois de lui souscrire des informations, celui-ci conclut qu'elle est stupide, nous laissant comprendre que oui, si Sumire avait été plus adroite, elle aurait pu lui faire divulguer le plan secret de Amado. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Pour ma part, je trouve ça cool de voir Amado qui révèle petit à petit son vrai visage. Par contre, j'ai un plus gros problème avec Daemon, mais on y reviendra plus tard. Avant tout, analysons les indices laissés dans ce dernier chapitre. On peut noter que Code Enfant ne possédait pas encore sa cicatrice au crâne. Jusqu'à présent, je pensais que c'était le transfert du Kama qui lui avait provoqué cette cicatrice. Mais étant donné qu'il a déjà le Kama, c'est qu'il aura la blessure plus tard. Qui, quoi, comment ? Étant donné que Kawaki avait déjà mis en pièces la mâchoire de Garo, on peut facilement imaginer que c'est aussi Kawaki qui blessera Code, raison supplémentaire pour laquelle Code le déteste. Mais bon, si vous avez d'autres suppositions, n'hésitez pas à les partager. Ensuite, Amado appelle Sumire Kakei par inadvertance. Je pense que c'est plus ou moins évident pour tout le monde, mais il s'agit inévitablement du nom de sa fille qui est morte il y a 12 ans. Donc non, ni Delta ni Eida sont la fille de Amado, bien que ça m'étonnerait pas qu'elle possède un lien avec elle. Quand je dis un lien, ça peut se limiter à juste Amado qui voit en elle sa fille, comme avec Sumire qui l'appelle par accident Kakei. Donc, on a son histoire, morte il y a 12 ans, son nom, Kakei, il ne manque plus qu'à connaître son visage. Peut-être qu'on la verra lorsque Amado parviendra à la ressusciter. Oups, ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. En outre, on apprend que l'identité de Kawaki est un secret pour les villageois, ce que je trouve très problématique. Parce que s'il arrive quoi que ce soit de dramatique au village et que Kawaki intervient, les villageois vont lui mettre la faute sur le dos. Parce que apprendre quelque chose qu'on aurait dû savoir dès le début, en l'occurrence que Kawaki est un ancien membre de Kara qui a des gènes Otsutsuki, et le découvrir par soi-même et non pas par la personne qui nous le cache, c'est-à-dire que ce n'est pas Naruto qui va le révéler, mais que les citoyens vont l'apprendre d'eux-mêmes, ça risque de pas trop peser en la faveur de Kawaki. En gros, il est déjà un peu exclu, comme Naruto l'était enfant, mais ça risque d'empirer s'ils en découvrent davantage. Raison de plus pour tourner le dos au village et au reste du monde, hein Kawaki? Non, je déconne, mais imagine quand même. En parlant de ceux qui souhaitent s'en prendre à Konoha, on peut observer à nouveau l'utilisation du Senrigan. Pour ceux qui veulent connaître le fonctionnement de cet œil, je vous invite à checker ma théorie sur le sujet, elle dure moins de 5 minutes. Mais si je suis assez convaincu de mon hypothèse pour le fonctionnement du Senrigan, pour les pouvoirs de Daemon, je comprends que dalle. Que Amado ait fabriqué des yeux qui peuvent lire les données du chakra de la Terre, c'est chaud, mais c'est envisageable. Que Amado ait créé des yeux qui permettent de réfléchir des attaques avant même qu'elles aient été exécutées, ça semble plus compliqué. Pour être honnête, j'ai peut-être une piste. D'une part, le Senrigan permet de lire le chakra de la Terre, donc le chakra naturel. Et qu'en mode ermite, Naruto peut dégéocaliser l'impact de ses coups. On peut déduire que la capacité de Daemon, qui a des yeux similaires à ceux de sa sœur et qui dégéocalise ses attaques, est sûrement liée au chakra naturel. Encore une fois, faites-moi part de vos théories. Et sinon, pourquoi Daemon est encore vivant? Eida a été épargnée parce qu'elle avait un pouvoir qui empêchait les autres de lui faire du mal. Mais Daemon... Ok, je viens de dire que si quelqu'un essaie de le tuer, il se prendrait lui-même les dégâts. Mais ça marche même quand il est inconscient? Si on lui coupe l'oxygène de son caisson, il meurt asphyxié? C'est pas impossible, mais dans ce cas-là, je crois qu'on a affaire au personnage le plus cheaté de Naruto Boruto. Et pour dire ça, c'est vraiment qu'il est invincible. Bon, assez blablaté. Qu'est-ce qui va concrètement se passer dans le prochain chapitre? Étant donné qu'ils ont affirmé qu'ils allaient prendre leur temps avant d'attaquer le village, j'ai du mal à me dire que Code attaquera Konoha avant l'ellipse. En parlant de ça, j'imagine mal l'ellipse avoir lieu maintenant. Peut-être au chapitre suivant, mais là on va pas avoir un Boruto âgé de 3 ans de plus dès les premières pages du chapitre 60. Je pense que l'entraînement Shinobi de l'équipe 7 va simplement continuer. Peut-être que Boruto aura les premiers effets secondaires des pilules, mais rien d'alarmant.
Les paroles de Amado et la proposition d'un nouveau Kama risquent de résonner dans la tête de Kawaki, mais je reste convaincu que ce sera suite à son incapacité à protéger le Hokage face à Code qu'il prendra la décision d'avoir à nouveau un Kama. Donc, pas de nouveau Kama pour Kawaki dans le chapitre 60. S'il faut, Code va continuer à élargir son équipe, mais si elle est trop grande et surtout encore composée d'autres cyborgs, ce sera trop je pense. Par ailleurs, il serait temps qu'on revoie notre cher Sasuke, ça commence à faire un moment. Et qui sait, peut-être qu'on aura un aperçu de ce qu'est devenu Kashin Koji et de son nouvel objectif qui consistera sûrement à se venger de Amado. En parlant du loup, à voir comment sa relation avec Sumire va évoluer maintenant qu'il sait qu'elle l'espionne. Enfin, c'est peu probable, mais pas impossible, que Code attaque le village à la fin du chapitre. Mais bon, ce serait bizarre de dire « Ah, on va prendre notre temps pour attaquer !» pour finalement s'en prendre à Konoha dès le prochain chapitre. Voilà, je pense qu'il y aura à nouveau pas trop d'action dans le prochain scan, simplement l'avancée progressive de chacun des personnages avant un gros bousculement. Mais j'ai davantage de théories pour ce qui va suivre. Passons au cœur de cette vidéo, le plan secret de Amado. Alors comme je l'avais conclu dans la précédente preview, Boruto ne semble pas faire partie de son plan. Les pilules qu'il a données à Boruto ont vraiment pour objectif de l'aider, parce que même si Amado est un manipulateur prêt à tout pour atteindre ses objectifs, il était aussi un père, et il voudrait sûrement éviter à Naruto la même peine que lui a subie en perdant son enfant. En plus on l'a vu, ressusciter Momoshiki ne lui serait d'aucune utilité. Pour mettre Konoha en difficulté, c'est pas le moment car c'est les seuls en mesure de le protéger contre Code. Pour qu'un Otsutsuki exauce son vœu, il avait déjà Ishiki et a préféré le tuer pour sauver la planète. Étant donné que Momoshiki compte aussi dévorer le chakra de la Terre, s'il venait à ressusciter, Amado tenterait de le tuer aussi. Donc je pense qu'on peut en être pratiquement sûr, Amado ne cherche pas à faire ressusciter Momoshiki. Mais il y a un point que j'ai évoqué qui n'est pas des moindres, le vœu qu'Amado a fait à Jigen. Tout le monde s'en doute, le scientifique a sûrement demandé à ce qu'on ressuscite sa fille, Kakei. Mais bon, ça sert plus à rien maintenant, il a lui-même participé à l'assassinat du seul être capable d'exaucer son vœu. Sauf qu'on n'a pas besoin de Ishiki vivant pour utiliser ses pouvoirs. Amado est un putain de génie, et voilà comment s'est sûrement déroulé l'exécution de son plan. Amado rencontre Jigen, qui demande son aide afin de trouver un réceptacle et de planter Jubi sur Terre. En échange, Jigen lui exaucera un de ses vœux. Amado accepte, mais seulement pour être au plus proche de son ennemi, et trouver un moyen de le tuer. Amado est un peu deg parce que peut-être qu'il aurait pu revoir sa fille, mais là, c'est du sort de l'humanité dont on parle. Donc à ce moment-là, le seul objectif de Amado est de tuer cet Otsutsuki. Jusqu'au jour où un des cobayes développe un Kama blanc, l'accès au pouvoir de Ishiki, sans que celui-ci ne puisse renaître à travers lui. Amado comprend alors qu'il pourra et tuer Ishiki, et ressusciter sa fille. La suite, vous la connaissez. Il force Ishiki à renaître via Jigen, libérant Kawaki de son sceau. Il se fait ensuite tuer avant d'avoir pu poser un nouveau Kama. La conscience de Ishiki s'est définitivement éteinte. Mais il reste en Kawaki ses données, le pouvoir de ressusciter Kakei. Il ne manque plus qu'à construire un Kama artificiel, une porte, pour que Kawaki accède à ce pouvoir, la maison, lui permettant de ressusciter sa fille. Voilà quel est le plan de Amado, selon moi. Mais justement, revenons au Kama de Kawaki. Il reste une zone d'ombre et une incohérence. La zone d'ombre, c'est si Kawaki obtient un Kama artificiel, dénué de la conscience d'un Otsutsuki, donc une arme pure comme le sceau de Code. Du coup, son Kama devrait être aussi blanc comme le sceau de Code. Sauf que dans le flash forward, son sceau est noir. 3 possibilités. Soit il s'agit d'une erreur. Ikemoto avait prévenu que des trucs changeraient quand on arriverait à cette scène. Je crois qu'il parlait surtout des habits qui allaient pas être les mêmes dans la première scène, mais peut-être qu'il s'agit aussi de la couleur de son Kama. Kawaki aurait donc peut-être dû avoir un Kama blanc dans la première scène de Boruto. Soit quelqu'un a implanté sa conscience dans le Kama artificiel de Kawaki. Le candidat le plus probable serait Momoshiki. C'est-à-dire que le dégel du Kama de Kawaki serait relancé et pourrait donner un Momoshiki avec le corps de Ishiki. Étant donné que Momoshiki souhaite devenir plus fort et qu'il n'en a pas grand chose à faire de changer d'apparence, surtout que selon moi à la base il était un humain d'une autre planète, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer en haut à droite, ça devrait pas lui poser trop de problèmes d'avoir le corps de Ishiki si c'est pour avoir sa puissance. Dernière possibilité, ce serait que Boruto ou encore Momoshiki lui pose un Kama classique. Donc que l'un d'eux ressuscitera à travers lui,
mais sans le corps de Ishiki cette fois. Je sais que certains rêvent d'avoir son six-pack, mais bon. Et le fait que Boruto ou Momoshiki pose un Kama sur Kawaki serait intéressant, car comme je l'ai dit, Amado néglige le cas Boruto. Il lui donne certes des pilules, mais en aucun cas il le considère comme une menace. Et si ce dernier lui posait un Kama qui supprimerait les données de Ishiki, ça contrecarrerait totalement le plan de Amado. Pour résumer, Kawaki aura un Kama noir parce que quelqu'un a planté sa conscience dans le Kama artificiel ou parce qu'il se fera graver un Kama classique. Ça, c'était la zone d'ombre. Passons à l'incohérence. On nous a expliqué que un Kama n'est qu'une porte qui permet d'avoir accès à la puissance des Otsutsuki. Donc si Kawaki est à 90% de son dégel, il aura accès à 90% de cette puissance. Vous êtes d'accord? Le Kama lui permet simplement d'avoir accès aux gènes touchés par le recodage de Ishiki. Mais du coup, comment Code peut avoir accès au pouvoir de Ishiki? Il n'y a pas de dégel, donc son Kama devrait juste être une porte qui mène à aucune maison. C'est pour cela que dès la première apparition du Kama blanc, je trouvais ça peu probable que Code ait accès à la puissance de Ishiki. J'en étais tellement convaincu que je l'ai mis dernier dans mon top 10 des Kama. Parce que une porte sans maison, bah ça sert à rien. Sauf que dans ce chapitre, on a à la fois la confirmation qu'un Kama n'est qu'une porte pour accéder à la puissance, et à la fois la confirmation que la porte à elle toute seule est la source du pouvoir de Code. C'est ce qu'on appelle, les enfants, une incohérence. Bon, bien sûr, si vous trouvez une explication, n'hésitez pas, mais vraiment là, j'en vois pas, c'est vraiment une incohérence à mes yeux. Pour finir, on va essayer d'imaginer comment Daemon va être vaincu. Étant donné que j'ai du mal à capter le fonctionnement de ses pouvoirs, ce que je veux dire par là, c'est que je comprends qu'il renvoie les attaques, mais je sais pas comment, si c'est du chakra naturel, si ça marche lorsqu'il est inconscient, etc. Donc étant donné que je ne capte pas comment ses pouvoirs marchent, ça va être difficile de trouver comment ne plus les faire marcher, comment trouver une faille. Mais on peut envisager son prochain adversaire d'un point de vue scénaristique. Beaucoup imaginent que Daemon affrontera Rock Lee bourré, vu qu'une fois sous, Lee donne des coups instinctivement, donc ils ne sont pas guidés par la volonté. Daemon ne pourra pas les lui renvoyer. Et c'est très pertinent, mais je pense pas. La génération de Naruto et même beaucoup de personnages de la génération actuelle sont sous-développés, voire absents. Lee aurait été l'adversaire idéal contre Momoshiki, Kinshiki ou même Ishiki, mais l'auteur ne l'a pas fait intervenir. Puisqu'on a si peu de temps pour développer nos personnages, il va pas faire intervenir des personnages absents, même si ça aurait été l'idéal. Le faire venir juste pour affronter un des antagonistes n'aurait pas de sens selon moi, vu la route qu'emprunte l'auteur. Après, maintenant que Kishimoto est au Ren, il va peut-être vouloir remettre en avant les persos de Naruto, qui sait, mais je pense pas. Donc le plus probable reste que ceux qui affrontent Daemon soient des persos de l'âge de Boruto, qui sont un minimum développés. Je ne pense à nul autre qu'au trio Ino-Shikasho. À part eux et l'équipe 7, je ne crois pas qu'on ait vu d'autres équipes de la génération de Boruto. Si le gosse de Ino échange sa conscience avec Daemon, est-ce que les attaques sont renvoyées lorsqu'on s'en prend au corps ou à l'esprit? Si Shikadai manipule quelqu'un pour le frapper, c'est ce quelqu'un ou Shikadai qui se prendra sa propre attaque? C'est maigre, mais je pense que ça reste une piste envisageable pour qui Daemon va affronter. Alors voilà, ça c'était la preview du chapitre 60. Mais bon voilà, j'espère que comme d'habitude, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas, ce que vous voudrez de nouveau. Là j'ai pas mal de vidéos en préparation et peu de temps pour les faire. Donc si vous me proposez de nouveaux thèmes, je pense que je prendrai note, mais ça arrivera un peu plus tard. Bref, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine preview.